Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Manga Break. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient cette vidéo. Non, pas du tout. En fait, on croyait que t'étais mort. Ah. Bon bah ok. Aujourd'hui, les anges de l'Apocalypse. Les anges de l'Apocalypse, le cri des démons, de son titre original, Gendo Gakuen, sorti en 1994, édité chez nous en France par Cookie. Enfin Cookie, je suis même pas sûr que même savait comment ça se prononce, que c'est écrit de deux manières différentes sur la même jaquette. Donc comme à son habitude, l'éditeur nous offre, oui parce que c'est aussi eux qui ont fait ça, une version retravaillée d'un manga hentai dont le scénario doit absolument être génialissime, puisque ça a été refait. Mais parlons un petit peu plus de la jaquette. Donc ils ont repris sûrement le même stagiaire qui s'est occupé de la première jaquette des guerriers démons. Vous savez, une jaquette, que ce soit pour des DVD, des mangas, des jeux vidéo, c'est quand même quelque chose de très important. C'est quand même le premier contact que vous allez avoir avec ce qu'il y a à l'intérieur. De manière générale, ça sert à vous montrer de quoi on parle. En gros, ça, c'est des robots, ça, c'est du sport, ça, c'est de l'heroic fantasy, ça, c'est des samouraïs, ça, c'est du combat, ça, c'est si ta mère tombe dessus, tu vas prendre cher, ou alors on met rien parce qu'on est des gros feignants, ou pour garder justement le mystère sur ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est voulu. Et là, regardez, quand on voit ça, on fait « Waouh, regardez ça !» Il y a des espèces de démons, il y a un mec derrière, il y a des mecs avec des casques, ça a d'être futuriste, et il y a un mec devant qui est le seul en couleur, ça doit être le héros. Et à l'arrière, on peut même voir qu'il y a 3 heures d'aventure réparties sur 5 épisodes, et qu'il est tout public. Franchement, ça a l'air d'être sympa, non? Alors, tout de suite, 1, c'est pas tout public. 2, ça se déroule pas dans le futur, parce que ces trucs-là, on les voit que sur les derniers épisodes et ça sert pas à grand-chose. Ce mec-là, c'est pas du tout le héros, il est en couleur, on sait pas pourquoi, et il sert strictement à rien. Le seul truc qu'il y a, c'est que oui, on a des démons, mais on va pas avoir 3 heures d'aventure. Plutôt 3 heures à s'emmerder quand même. Allez, on y va. Ah, tiens, ça commence bien. D'accord, ok, je vais mettre quel côté, moi? Bon, allez, tiens, au pif. Et forcément, c'est pas le bon, on recommence. Nous commençons dans un lycée des années 90. Et comme tout lycée standard dans les années 90, on a des mecs qui ont tellement redoublé qu'ils ont atteint presque la trentaine, des gros loupards, des mecs avec des regards lumineux, waouh. Osiris et Parapis, regarde-moi. Comment faites-vous ça, le coup des yeux? Attendez, c'est quoi cette tête? Et oui, parce qu'il est temps de vous parler d'une spécificité de cet animé. Je pense qu'il a été développé par 3 équipes. Une qui assurait vraiment, une un peu moins, et une... je pense qu'il devait ressembler à ça, mais vous allez voir. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que la nuit tombe d'un coup et une tornade de lumière apparaît, rasant la moitié du lycée, et faisant apparaître notre héros. Oh, quelle entrée fracassante, direct à l'hosto. Et vous vous demandez sûrement, d'où est-ce qu'il vient, et qui c'est, vous le saurez pas en fait. C'est pas dit du tout dans l'histoire. Enfin si, on apprend quand même d'où est-ce qu'il vient, mais c'est pas du tout dans l'animé, c'est plus dans les résumés des épisodes. Masao se trouvait dans un temple paumé dans l'Himalaya, on sait pas trop pourquoi, où il a assisté à une cérémonie pour ressusciter, il semblerait, un démon, à la suite duquel il a été tué par la prêtresse. Masao Serra est élève de première année au célèbre campus de l'horreur. Le campus de l'horreur? Sérieusement? Qui c'est qui va inscrire ses gamins dans un truc pareil? Ok, j'ai rien dit. Masao finit par rentrer chez lui, et une fois seul, commence à discuter avec le démon but à gaz qui se trouve en lui. Ton nom est aisé. Nous sommes en toi. Le redoublant multirécidiviste ainsi qu'une nana qu'on n'avait pas encore vue avant, qui sont en fait tous les deux des démons, décident d'essayer de le recruter dans leur bande. Sauf que ça se passe pas vraiment comme ils veulent, et Masao vaporise sa maison et tout le quartier une première fois. Akira contacte alors la bande qu'on a vue au tout début et leur propose de leur donner des super pouvoirs s'ils l'aident à faire... je sais pas du tout en fait. Il les transforme donc en monstres ultra moches, encore plus que ce qu'ils sont normalement, et leur confère donc des pouvoirs dans une scène super gore et inutile que je ne vais pas vous montrer ici parce que... Oui, c'est tout public.
Oui, le fameux tout public. Eh ouais, c'est le même que dans Les Guerriers Démons. Abe et Riko décident donc de tenter une approche un peu plus diplomatique, mais sans plus de succès. Son ancien chez lui ressemblant donc à un site d'atterrissage pour météorites, Masao va s'installer à quelques pâtés de maison, aidé par son ami Akira et sa copine Yuko. Et parce qu'une nana qui fait la cuisine c'est tellement sexy, Masao décide de la foutre dehors puis pète un plomb et va aller tuer des gens en pleine ville. Se réveillant tel un lendemain de cuite, Masao découvre qu'il a rasé encore une partie de la ville et que en essayant de se barrer, Akira était là et lui explique que c'est un démon, etc., etc. Enfin le truc qu'on sait déjà quoi. Et pendant ce temps-là, au lycée... Nouvelle doctoresse. Oh, Mademoiselle Mikogami? Ouais, super. Et voici la scène de révélation la plus pathétique qui m'est donnée de voir. Masao a un comportement étrange ces temps-ci. Qu'en penses-tu? Tu veux dire que Masao est possédée par un démon, c'est ça? Oh non, elle a lu le script avant moi. Et elle se fait enlever. Hé, Masao, un message pour toi. Masao apprend que Akira a kidnappé Yuko et il demande à Abe et à Riko de lui filer un coup de main, aidé par toute leur bande. Il retrouve son ami suspendu comme un jambon, ainsi qu'Akira qui va lui expliquer que lui aussi est la réincarnation d'un démon et qu'en plus ces deux démons étaient amis autrefois et ont combattu côte à côte il y a très longtemps. Et la stratégie d'Akira, c'est de taper à mort son ancien pote pour qu'ils redeviennent amis. Comme quoi, se foutre sur la gueule, ça resserre les liens d'amitié. S'ensuit un combat long et inutile qui se termine par la défaite d'Akira et sa pseudo-mort, avec bien évidemment le petit son et lumière qui va bien comme à chaque fois. Oui, parce qu'évidemment, comme tous les animés de l'époque, plus on met de la lumière et plus c'est terrifiant. Quelques jours plus tard, le gang de Abe se fait attaquer par 3 clubs d'arts martiaux. Le chef du club de karaté, qui n'a pas de nez, qui ressemble vaguement à une tortue ninja et qui balance des Hadoken du pauvre. Le professeur de Kung Fu, avec un jeu de jambes qui ressemble au dessin animé des années 80. Et le professeur de Kendo, qui fait des éclairs et des kaioken avec son sabre en bois. Il y a même le chef du conseil des élèves qui vient faire un petit coucou pour montrer qu'il lui aussi, il a acheté le kit de lumière Dragon Ball Z. Mais c'est pas possible, ils ont eu un prix gros sur les effets lumière ou quoi? Le lendemain, tout le monde retourne en cours comme si de rien n'était. Il découvre alors que Kuzinagi, le chef du conseil des élèves, fait régner la tyrannie dans l'école. En vérifiant la longueur de la jupe des filles... Excuse-moi, pourrais-tu m'accompagner au foyer des étudiants? Psychopathe! Et de couper les cheveux. Masao va affronter et vaincre les 3 maîtres en arts martiaux dans une scène aussi rapide qu'inutile. À la suite de quoi, ils vont le rejoindre, mais ils vont servir à rien du tout. Et dans un déluge d'arc-en-ciel, voici enfin les grands méchants de l'histoire. C'est Kuzinagi. Docteur Mikogami. Non mais sérieux, on les reconnaît pas, arrête de lire le script avant. Et pourquoi ils sont apparus? Juste pour faire un petit coucou. Allez dire aussi qu'ils ont kidnappé Akira. Allez, encore un petit effet de lumière et ils se barrent. Peu après, Kuzinagi transforme tous les élèves du lycée en zombies. Même Akira qui a eu un lavage de cerveau. Et il fait croire à tout le monde que Masao est un démon, ce qui est vrai d'un côté, mais surtout que c'est lui qui l'a transformé en démon. Enlèvement de Yuko, baston général, explosion et mort du premier ange. Ouais, pour un méchant aussi important, même pas une image de combat. Yuko, qui en a marre de son petit copain tout vert et sûrement de finir à poil toutes les 5 minutes, s'en va avec la méchante déesse infirmière. Et comme il est pas content, Eze rase encore un bout du lycée. Vas-y, encore un peu plus à ta droite, il en reste un bout. À partir d'ici, nous allons attaquer le dernier OAV, le 5e. Retenez bien ça. Et pourtant, ça devient super intéressant.
Ici, on va faire un petit point sur le scénario que l'on n'apprend que pendant les résumés des épisodes. Donc, de ce qui nous est dit, ce sont les dieux qui ont libéré les forces démoniaques afin qu'elles remplacent les humains sur Terre et ainsi que les dieux règnent sur le monde. De plus, ils veulent tuer Aizé car celui-ci pourrait les renverser et prendre leur place à la tête de ce nouveau monde. De plus en plus d'humains se transforment en démons et la police et l'armée s'en mêlent. On a d'autres personnages secondaires qui arrivent qui sont assez intéressants, comme par exemple le haut dirigeant de l'État qui semble être un des dieux qui organise tout ça, le chef du groupe d'intervention spéciale qui essaie de mener sa petite enquête dans son coin pour démêler tout ce bazar. Ouais, l'unité d'intervention spéciale. Vous savez ce qu'on voit sur la jaquette au début? Ouais, et ben on les voit apparaître que maintenant. Et une nana qui a été transformée en démon qui essaye de lutter contre son monstre intérieur. Masao et son équipe forment un groupe qui veut essayer de sauver les humains. La contre-attaque contre les dieux s'organise. Masao a réussi à désenvoûter Akira. Toute la bande est prête à aller affronter les dieux. Nous allons enfin assister au combat final entre les dieux et les démons. L'apocalypse commence. What? Et ça se finit comme ça. Et oui, c'est tout, il n'y a plus rien. Sérieux, mais c'est pas possible quoi. Qu'est-ce que c'est que cette fin pourrie? Ça annoncerait une suite, une saison 2, quelque chose quoi. Eh ben non, il n'y a rien, c'est vraiment la fin. Bon, que retenir maintenant de ces EAV? Eh bien les 4 premiers sont vraiment pas terribles. L'histoire est pas géniale, on comprend pas grand chose, c'est complètement téléphoné. La musique, inexistante, les personnages sont pas spécialement attachants. Franchement, c'est vraiment pas génial du tout. Sauf le dernier OAV. Vous vous souvenez, je vous en ai parlé. On dirait que c'est pas du tout la même équipe qui s'en est occupée. Déjà graphiquement, c'est un peu plus travaillé et un peu plus joli. Les personnages sont beaucoup plus intéressants, ne serait-ce que pour cette humaine qui se transforme en démon, qui essaie de lutter contre ce pouvoir qui la ronge, qui est vraiment très très intéressant. L'ange qui essaie de diriger la ville. Le détective qui lui essaie de savoir pourquoi ces hommes sont morts et pourquoi est-ce que... tout simplement pourquoi tout ce bordel. Bon, il n'y a rien de vraiment transcendant, mais j'avoue que j'ai eu un regain d'intérêt sur le dernier qui annonçait vraiment quelque chose de pas mal du tout. Enfin, de mieux que ce que ça pouvait être en tout cas. Sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo ou à vous abonner et à partager. Et je vous laisse avec le petit moment what the fuck total qui m'a fait vraiment saigner des yeux et qui vous montre à quel point il faut faire attention à qui on engage. Salut à tous et n'oubliez pas, portez des bonnets chats. Salut! Oh putain, ils sont nombreux. Il ne le sait pas.